C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Pierre Rigaud, l'expert naturaliste anti-chasse. Merci Francine. Alors, on y va. Et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. Ah bah non, je crois que c'était à moi de faire l'improvisation. L'introduction, vas-y. Bonjour à tout le monde. Ah bah voilà, tu vois, Ah. je pensais que tu me laissais la priorité. À chaque fois, on sait pas trop. On sait jamais qui Oui. c'est. Bah vas-y du coup. Eh bien, je suis ravie. Je croyais que t'allais repartir. Eh bah non, je suis pas Non. comme ça. Non, mais on Alors, est je hyper suis con- ravi. Oh. Bah pardon. T'as vraiment 4 ans. Est-ce Quoi. que tu penses qu'on a déjà saoulé les gens alors que le podcast a même pas commencé? Bah, au bout de 30 secondes, c'est possible. Dites-le nous par message. Au revoir. Envoyez un mail, laprod@gmail.com, et si on vous a saoulé, vous envoyez le mot parapluie. Voilà, comme ça on saura. Alors que voulais-tu dire? Vas-y, fais donc l'introduction. C'est vrai qu'on est là, on se détend, on se retrouve, c'est mardi, ça fait plaisir. Pour ceux qui nous écoutent évidemment le jour de la sortie, ceux qui nous écoutent en décalé, nous ne leur en voulons pas bien sûr, tu le confirmes. Ouais, je le confirme, mais je préfère quand même quand c'est frais. D'accord, frais. Et alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Mais je me sens bien, on va aborder un thème un peu clivant aujourd'hui. Clivant? Oui. J'adore les thèmes clivants. Bah, c'est Ça la se voit chasse. que je connais pas le nom, Ouais. la définition de ce mot. Oui. Clivant, non, c'est rien de sexuel. Oui, on va parler de la chasse. Ouais, on va parler de la chasse aujourd'hui avec un expert de la chasse, avec un militant anti-chasse. Et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je suis issue d'une famille de chasseurs. Mon grand-père était chasseur, mon père chasse toujours. Donc c'est toujours un sujet, moi qui suis pas pour la chasse, c'est toujours très compliqué les dîners de famille Ouais. où ton papa te raconte ses exploits. Tiens, on a tué 10 sangliers et puis il y avait des petits. Ah oui, c'est vrai que c'est des détails qui font plaisir. Au moins, ça te permet d'imaginer la scène. Voilà, c'est agréable. C'est généreux. Non, mais après, c'est un sujet clivant. La chasse, c'est vrai. Mais ce qui est con, surtout, c'est quand on n'arrive pas trop à communiquer d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui est chiant. C'est quand soit tu as des chasseurs qui pètent les plombs et qui vont menacer de mort des gens, comme Pierre Rigaud, qu'on va avoir au téléphone dans quelques instants, qui est un militant écolo anti-chasse. Quitte à lui balancer des trucs vraiment horribles. Et puis pareil, quelqu'un qui n'aime pas la chasse, qui est anti-chasse, qui va dire de toute façon les chasseurs c'est tous des connards. On va pas élever le débat comme ça. Par contre, c'est intéressant de se demander quelle est la vie. En tout cas, c'est pour ça que qu'on voulait interroger Pierre Rigaud, c'est de se demander quelle est la vie de quelqu'un justement qui s'engage contre la chasse, qui est au service des animaux, et quel est son quotidien, quoi. Tout simplement, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui l'a emmené sur ce chemin, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il tient le coup, parce que l'air de rien, il y a des menaces de mort qui pleuvent dans tous les sens, quoi. Oui, puis je sais que grâce à lui, il a réussi à faire arrêter certaines chasses, tu vois, la chasse à la glu, par exemple, qui gluait les oiseaux. Enfin, il y a vraiment des façons de chasser qui sont hyper barbares. Tu vois, par exemple, j'en parlais avec mon père, qui est chasseur, qui, lui, a quand même le courage de ne pas tuer les animaux qui sont protégés, par exemple. Et en même temps, c'est un attention peu... à ça. c'est la loi, quoi. Donc, Oui, mais tout le monde le fait peut-être pas, j'en sais rien. Et en tout cas, c'est quand même courageux de se lancer sur ce genre de terrain-là, parce que nous, on le sait, on a déjà abordé le thème quelques fois en radio. À chaque fois qu'on parle de la chasse, il y a des gens déjà qui pètent les plombs, et on voit que c'est un sujet tendu, quoi. Moi, par exemple, je suis anti gnocchi. J'aime pas les gnocchis. mais je trouve que c'est marrant, j'en parlais ce matin les avec un gnocchis pote. à poêler. Non, mais les gnocchis tout court, même Ouais. les gnocchis qu'on fait ensemble, je veux dire, soi-même, c'est ni plus ni moins que de la farine, ça n'a pas de goût, c'est fade. Voilà. Faut arrêter. Et tu verras, ça n'énerve personne. Là, par exemple, ça m'étonnerait Si. qu'on reçoive des mails en disant oui, les gnocchis, arrêtez, je vais tuer votre famille. Tu vois. Si en tout cas ça vous énerve, vous envoyez un mail à laprod@gmail.com, vous envoyez parapluie. Voilà. Comme ça, on comprendra bien. Message personnel avant De recevoir Pierre. de oui. recevoir Pierre. Maman, si tu écoutes ce podcast, éloigne papa du poste. Voilà. Il écoute les podcasts un peu, ton papa? C'est rare. Bon, alors du coup, apparemment, il s'éloigne déjà du poste Donc tout seul. ça va, mais celui-là peut-être pas, quoi. Bon, mais il est temps d'accueillir maintenant sur nos antennes en direct live de Hollywood dans le studio 37 rue du Général Leclerc. Ce serait génial Ça- qu'il y ait une ouais. rue du Général Leclerc à Peut-être, Hollywood. On sait pas, faut aller voir. Mesdames et messieurs, il est avec nous, il s'appelle Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Salut, bonjour. Coucou.
Bah, ça nous fait super plaisir d'être avec toi. Alors Pierre, on s'était déjà parlé vite fait, comme certains de nos invités, c'est vrai, quand on faisait de la radio. Et toi, je le disais tout à l'heure, tu es militant écologiste et anti-chasse, c'est ça? On peut résumer comme ça. Au départ, je suis naturaliste écologue, c'était mon métier, c'était ma formation, tout ça. Donc c'était moins engagé. Mais D'accord. disons que j'ai une base de travail là-dessus. Pendant 15 ans, j'ai été parmi tous les, en fait, activistes anonymes qui sont dans les associations de protection de la nature, ou bien dans des bureaux d'études, et qui en fait font en fait de l'expertise, un truc hyper sérieux et carré, et qui font des études d'incidence, des études d'impact, des choses comme ça. Et puis après, effectivement, je me suis plus un peu montré ma tronche pour aller sur le terrain pour montrer les choses. Ok. Et là, j'ai passé dans la catégorie militant en tant que tel, quoi. Mais Alors- comment t'es passé par ça? Parce que j'imagine que tu te lèves pas un matin en te disant tiens, maintenant je vais aller sur le terrain et je vais montrer mon visage et je vais devenir un vrai militant et tout. Ça s'est fait progressivement, j'imagine. Ouais, mais en fait, franchement, depuis petit, on va pas recommencer depuis petit, mais non, je suis à fond, complètement passionné par tous ces sujets, nature et animaux depuis petit. J'ai ensuite directement travaillé dans des ONG où je faisais, comme j'ai de l'expertise, où c'est en fait une forme de militantisme, mais complètement autre. C'est-à-dire, on va pour savoir quelles sont les espèces protégées qui sont sur un chantier, qui va être aménagé pour faire une autoroute, ce genre de choses. Donc, il y a plein de gens comme ça qui travaillent là-dedans, qui sont en fait militants. Et puis, au fil du temps, j'en ai un petit peu marre d'être justement qu'il y ait un peu des difficultés à s'exprimer là-dedans, parce que quand on est en fait notamment salarié du milieu associatif, finalement, c'est assez compliqué de prendre position de façon ouverte et de s'engager de façon un peu plus forte que lorsqu'on est aussi sur le terrain, mais qu'on a une obligation de réserve, en fait, en quelque sorte. Je sais pas comment dire ça. Donc, en fait, j'avais envie de plus de parler aux gens qui sont pas seulement les gens du petit milieu naturaliste, qui font leurs études d'impact et tout, ou qui font leurs projets, qui sont pourtant des super projets super intéressants. Et j'avais envie, en fait, de parler aux gens de manière plus globale. Donc, je me dis, on est bien obligé soit de montrer sa tronche, soit d'apparaître d'une manière ou d'une autre pour faire des choses qui ont l'air plus radicales et qui sont pas forcément, mais qui, en tout cas, sont plus, pas visible, quoi. Ouais, parce que ce que tu veux dire, c'est que quand tu bosses pour une association, tu peux pas, tu peux pas la mettre dans une position trop délicate parce que tu la représentes quelque part, donc ce qui t'empêche d'agir comme tu le voudrais, quoi. C'est exactement ça. C'est un super taf. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et ceux qui le font encore, ils font un travail vraiment important. Mais effectivement, on est un peu obligé. Tu représentes l'association pour laquelle tu travailles, ou bien le bureau d'études, ou bien l'organisme pour lequel tu travailles. Donc effectivement, tu peux pas trop. Parfois, il y a des sujets hypersensibles sur lesquels c'est pas bienvenu de s'exprimer, parce qu'on mettrait l'ONG en porte-à-faux sur certains sujets. Il y a beaucoup d'autocensure dans ce milieu, en fait, et c'est ça qui m'a saoulé, à vrai dire. D'accord. Et cette passion pour justement la nature, la défense du vivant, est-ce que tu sais d'où c'est né, avant qu'on parle de ton engagement aujourd'hui un peu plus poussé? Est-ce que tu sais si c'est parce que, je sais pas, quand tu étais petit, tu as grandi dans un milieu rural? Est-ce que tu as passé du temps dehors? Est-ce que tu t'es lié d'amitié avec une c'est marrant, salamandre? chips. Oh, c'est beau, faites un peu. J'en ai aucune idée. C'était totalement spontané. Quand j'étais enfant, j'étais genre à quatre pattes dans l'herbe en train de regarder les bestioles, les insectes, les fleurs et tout. Ah, et après, ça s'est enchaîné comme ça. T'avais pas Je sais d'iPad, pas. malheureusement. Pas d'iPad. Je suis né en 1980. Je fais partie de ces gens-là. Hein, Ouais, des qui sont nés défavorisés. avant, Ouais. les défavorisés. Non, c'était génial. C'était mieux à vendre. Bah, Comme vous le savez, c'était Bah, mieux à bien vendre. sûr, bien Évidemment. sûr. Ouais, donc tu passais beaucoup de temps dehors et tu t'es passionné tout naturellement pour tout ce qui était vivant, quoi. Ouais, carrément. Je sais même pas, personne m'a dit, m'a emmené sur le terrain et tout. Bon, après, j'avais la chance que nos parents, on avait un petit jardin qui était pas bien grand, mais on avait un jardin, on allait dans la forêt, on allait dans la nature se promener, mais comme d'autres, je sais pas, c'était totalement spontané. Je sais même pas l'expliquer. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es parti du côté du militantisme un peu plus affirmé? Qu'est-ce qui fait que tu t'es montré alors, tu le disais, l'envie d'agir, d'aller plus loin, mais est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Est-ce que tu te souviens, par exemple, le premier événement sur lequel tu es allé vraiment secouer un peu plus le cocotier que ce que tu faisais? Putain, elle est nulle, cette expression. On l'enlèvera au montage, hein. Ou alors on la laisse, et comme ça je me tape la honte On et va ça la m'apprendra. laisser, ouais, ça m'arrange. Je sais pas dire d'événement. En fait, j'ai l'impression que c'est une forme de truc tellement linéaire depuis que depuis le plus jeune âge que, tu vois, j'étais à fond dans la nature, dans l'observation des animaux au départ. Après, j'ai fait les études les plus proches possibles, qui étaient la biologie, puis c'est l'étude du vivant. Après, j'ai travaillé dans les ONG de protection de la nature. Après, je me suis dit, on va essayer d'élargir un petit peu le sujet en parlant à d'autres personnes que celles qui sont déjà dans des milieux un petit peu plus précis. Et en fait, je sais pas, c'est une sorte d'évolution de ma vie, comme l'évolution de plein de gens, qui fait qu'on
qu'on essaye, je sais pas, je dirais peut-être d'élargir un peu plus le sujet qu'au départ, en fait. Je suis parti d'une sorte de truc d'expertise où vraiment j'allais comme d'autres inventorier, je sais pas, les différentes espèces de mulots. C'est un truc dont tout le monde se fout. Ah non, on en parlait avec Anso avant le podcast, des mulots, justement. On en parle souvent, ouais. On se disait, il y en a beaucoup. Ouais. Je sais que vous êtes passionné de mulots, effectivement. Mais à part vous deux, la plupart des gens. Ouais, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Voilà, ça me désole. Tu dis mulot en soirée, les gens ils tournent les talons, ils vont ailleurs. Ils fuient, ouais. Ah. Vous savez, c'était mon problème en soirée pendant très longtemps. Tu ne peux plus dire mulot en soirée. Ça, on peut plus rien dire. Hein, c'est comme ça. Non, mais vous n'imaginez même pas. Dans les trucs naturalistes, c'est un truc de. Après, comme dans plein de milieux spécifiques, mais vraiment, on en est à mettre sous le microscope des dents de musaraigne pour compter combien de pointes a la 4e molaire de telle espèce de musaraigne pour pouvoir l'identifier. C'est ce genre de précision-là. Du coup, forcément, qui dit précision des molaires de musaraigne, qui dit audience ou un peu réduite, ou qui dit ça, c'est difficile d'interpeller fort sur des sujets comme ça. Ouais. Donc, je sais pas d'événement en particulier, mais en fait, je me suis toujours dit, militant écolo, c'est il en faut de toutes sortes. Et pour ce qui me concerne, je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu dans le prolongement de ce qui était mon domaine d'expertise au départ, en fait. C'est-à-dire plus les mammifères et les oiseaux sauvages en particulier. Ça pourrait être, je sais pas, moi, les pesticides, par exemple. Mais j'y connais rien en ce pesticide. En vrai, je suis pas biochimiste. Ça pourrait être, je sais pas, des gens qui travaillent sur le sol précisément, des gens qui travaillent sur des choses ultra et qui peuvent élargir comme ça. Moi, je me dis, étant donné que c'est plus quand même mammifères et oiseaux sauvages qui sont ma spécialité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup penché sur la chasse. D'accord. Parce que, précisément, c'est les animaux qui sont chassés, par exemple. D'accord. Donc justement sur les oiseaux aujourd'hui en France, au niveau de la chasse, est-ce que tu constates des problèmes et quels sont-ils en fait? Pour nous qui ne comprenons pas, qui regardons ça de loin en se disant ouais la chasse ça me dérange mais je comprends pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'on a des problèmes, par exemple Anso en parlait tout à l'heure, avec des espèces protégées? Est-ce qu'aujourd'hui en France il y a encore des espèces protégées qui sont chassées illégalement? Est-ce que ce qui te dérange, c'est le fait tout simplement qu'on bute des animaux? Est-ce que c'est la mise en danger aussi des gens qui vivent autour des zones de chasse? Parce qu'on le sait, même si les accidents ne sont pas majoritaires, on ne peut pas dire qu'ils soient inexistants. En fait, je pense sur le sujet de la chasse, c'est assez passionnant. Enfin, c'est assez passionnant, peut-être plus que les dents de musaraigne, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la chasse, il y a 3 grands thèmes, à mon avis, qui se regroupent. C'est vraiment la condition animale, c'est-à-dire effectivement buter des animaux pour rien, c'est quand même le principe de base de la chasse, c'est qu'en gros, quasiment toujours, on bute des animaux pour rien. Tirer sur une grive oiseau migrateur qui vient de faire 3000 km en automne pour passer de la Scandinavie jusqu'en Espagne, et puis qui passe au-dessus de la France, elle se prend des plombs, on la bute pour rien, clairement. C'est du gâchis, quoi. Surtout des animaux qui souvent ne vont pas être mangés. Deuxièmement, c'est l'aspect écologique qui est vraiment primordial aussi, c'est-à-dire on tire parfois effectivement sur des espèces alors pas forcément protégées, ou dans ce cas-là c'est du braconnage effectivement, et ça existe beaucoup, mais même des espèces menacées, où tu as des espèces qui sont pas chassées dans plein d'autres pays en Europe et qui sont chassées en France parce que rien en fait, parce que le lobby de la chasse, parce que il y a une pression pour autoriser ça, mais ça a pas de sens, c'est absurde dans un contexte vraiment d'effondrement de la biodiversité où ces espèces-là souvent elles sont déjà bien mis à mal par une forme d'agriculture intensive, les pesticides, l'urbanisation, plein de choses, et en plus on rajoute un facteur à la con, qui est juste de tirer dessus. On pourrait juste arrêter au moins ça, ce serait facile. Donc, quand on ajoute conditions animales plus écologie, et qu'il y a le troisième truc qui se rajoute, qui est le dérangement des autres humains, avec plein de problèmes à la campagne de cohabitation entre les chasseurs et puis les gens qui voudraient juste se promener tranquille, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Mais du coup, j'aimerais... parce qu'en fait, moi qui côtoie de par ma famille des chasseurs, et j'entends souvent, et je sais jamais quoi répondre d'ailleurs, cette phrase qui dit des sangliers, mais il y en a partout, ils bouffent tout, il y en a trop, il faut réguler. Et qu'est-ce qu'on répond à cette espèce de gros cliché qui revient tout le temps ou qui est peut-être une vérité, on ne sait pas. Moi, c'est pareil. Je ne supporte pas d'entendre ça. Faut réguler. Mais faut réguler. Je sais jamais trop quoi répondre à ça, et j'ai l'impression que c'est une forme de phrase derrière laquelle se cachent les chasseurs pour se donner bonne conscience aussi, tu vois. T'imagines si à Paris, quand c'est bouché, tu disais faut réguler, tu te prends ton fusil en disant on n'a pas le choix. Il y a trop d'humains. Il y a des bouchons. Je régule pour pouvoir rentrer à la maison. Oui. On n'accepterait pas, je crois. Ça serait mal perçu, je pense. Ouais. En fait, régulation, c'est vraiment un argument qui a été, même le terme a été utilisé de façon assez maligne par le lobby de la chasse depuis quelques dizaines d'années pour justifier l'ensemble de la chasse. Alors, objectivement, je vais essayer de répondre
pas trop long sur ça, parce que c'est hyper compliqué en vrai. Objectivement, si on prend le nombre d'animaux qui sont chassés en France, qui sont tués à la chasse en France officiellement, je parle pas du braconnage ou tous les... Vraiment, en fait, il y en a au moins 95% qui concernent des espèces animales pour lesquelles personne dit il faut les réguler. Mais même les chasseurs eux-mêmes, ils osent pas dire faut les réguler. Par exemple, notamment les oiseaux migrateurs, type les grives migratrices, je sais pas, des tétralyres, des oiseaux en montagne qui sont menacés déjà par le réchauffement climatique, des petits animaux en fait qui posent problème à personne, ni à l'agriculture, ni à la forêt, ni aux activités humaines, rien du tout. En fait, 95% des animaux qui sont tués à la chasse en France, pour pas dire peut-être même 98%, ils posent de problème à rien du tout, ni écologique, ni agricole. Et donc, il y a la question de la régulation n'est même pas dans le débat. Il y en a une petite partie, en fait, c'est quasiment que les sangliers, peut-être éventuellement aussi des cerfs ou des chevreuils, à propos desquels il y a un débat. Et donc là, on peut débattre là-dessus. Est-ce qu'il faut réguler, par exemple, les sangliers ou pas? Et en fait, du coup, il faut regarder pourquoi il y en a théoriquement beaucoup, pourquoi on dit qu'il y en a beaucoup. Et puis, s'il y en a beaucoup, est-ce que vraiment la régulation par la chasse, c'est la bonne solution? Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, les sangliers, il y en a objectivement beaucoup plus qu'il y a 40 ans en France et en Europe même. Et il y a plusieurs raisons. C'est essentiellement réchauffement climatique qu'ont profité à ces espèces animales-là par le fait qu'ils se nourrissent de fruits dans les forêts, qui sont plus nombreux quand il fait chaud, pour faire simple, les hivers plus doux, les cultures intensives comme le maïs qui ont été profitables aux sangliers aussi parce qu'ils se nourrissent du maïs et puis ils causent des dégâts dans le maïs, donc un cercle vicieux. Et puis aussi les chasseurs eux-mêmes qui ont en fait lâché des sangliers jusque dans les années 90 dans la nature à partir d'élevage parce qu'ils en avaient plus assez à chasser. Donc c'est marrant la chasse entre parenthèses parce que quand on estime qu'il y a trop d'animaux, on parle de besoin de les réguler. Et puis quand elle a passé, on en remet dans la nature pour pouvoir les réguler. C'est un petit peu aberrant. Alors les sangliers, ça s'est passé comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça mélangé fait qu'effectivement, il y a des sangliers en nombre plus important qu'avant qui causent des dégâts aux cultures agricoles. C'est un problème pour les agriculteurs, un problème réel pour les agriculteurs. Alors, ça, en fait... excuse-moi, mais vu qu'on est là dans le thème, désolé de t'interrompre, mais j'aimerais savoir si j'ai lu une connerie ou si c'est vrai. Je me suis intéressé pendant un temps à ce problème des sangliers parce que justement, je ne savais pas quoi répondre aux gens qui disaient qu'ils régulaient. Et j'ai lu que les sangliers aujourd'hui qu'on trouvait en France n'étaient pas la race de sangliers qu'on trouvait à l'origine, et qu'en fait c'est un espèce de sanglier coupé avec un cochon qui a été justement un peu créé par l'homme pour être plus résistant au changement climatique, etc. Et qui se reproduisent plus facilement, je crois, surtout. Alors en fait, comme il y a eu des élevages il y a quelques dizaines d'années de sangliers qui ont été utilisés pour en lâcher dans la nature, et que parfois les sangliers en captivité, ils ont été croisés avec des cochons, parce qu'au départ, c'est la même espèce. Hein. Vous savez, le cochon domestique, il vient du sanglier, de même que le chien, il vient du loup. D'accord. Eh ben, cochon croisé avec des sangliers il y a longtemps, maintenant, ça se voit plus visuellement, ils ressemblent à des sangliers, mais ils peuvent avoir des ancêtres pas très vieux, il y a pas très longtemps, qui sont croisés avec des sangliers. Donc, effectivement, ils peuvent avoir un comportement ou surtout, en fait, une façon de se reproduire un peu différente des sangliers, disons, originels. Ce qui fait que le sanglier actuel, dans la nature, est sans doute un peu différent du sanglier d'il y a 50 ou 100 ans. D'accord. Et ça s'ajoute au problème global des sangliers, enfin, au problème global de la difficulté qu'on a de cohabiter avec les sangliers. Mais en fait, même en prenant le constat, qui est assez général en Europe, de l'augmentation du nombre de sangliers, après, on peut se dire, oui, mais si ça pose problème à l'agriculture, est-ce que la seule solution, c'est d'augmenter la chasse? C'est-à-dire d'augmenter les possibilités de le chasser, de toujours plus de battues, toujours plus de dérogations pour parfois même chasser la nuit dans certains départements, chasser jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, toute l'année. Et à mon sens, la réponse est non, et pas que à mon sens. C'est-à-dire, soit on se dit, il y a un problème de dégâts aux cultures, travaillons plutôt sur empêcher les sangliers d'accéder aux cultures. Ça peut se faire par plein de techniques qui sont déjà mises en avant en partie, mais souvent pas assez optimisées, à mon sens. Soit on se dit, il faut réguler les sangliers. Alors dans ce cas-là, il y a des méthodes non létales qui sont à l'étude, notamment par exemple en Espagne, où il y a des gens qui travaillent, des scientifiques, sur la façon de stériliser des sangliers par des moyens contraceptifs divers. Alors c'est pas complètement totalement mis au point et tout, mais ça peut exister, ça s'est fait sur plein d'espèces animales. Soit on se dit, on veut les tuer. Alors si la société décide j'ai des gens qui décident, si nous tous collectivement, parce que c'est pas moi qui décide tout seul, si on se dit on veut tuer les sangliers parce qu'on considère qu'il y en a trop. En fait, rien que ça, techniquement, il y a plein de solutions possibles. Ça peut être la chasse, qui est cruelle, ça peut être d'autres moyens tout aussi cruels, mais plus efficaces. Et il y a un truc de dingue à savoir, franchement, c'est que la chasse aux sangliers, telle qu'elle est faite, notamment en France, c'est le truc le moins efficace qui existe pour tuer des sangliers. Parce que concrètement, vous avez 20 ou 30 types
quasiment toujours des hommes, mais qui sont là pour faire une battue avec leur voiture, avec leurs chiens, qui parcourent les champs, les forêts pendant toute la matinée, toute la journée. À la fin, ils tuent 3 sangliers. Mais en fait, si tu demandes à un ingénieur de dire, il y a trop de sangliers dans ce coin-là, comment on fait pour en tuer un maximum? Il va te dire, c'est simple, tu prends une cage, tu les attires, ils rentrent dedans, il y en a 10, et ça se fait dans d'autres pays, après tu les tues. Et donc, c'est tout aussi cruel et sordide. Je dis pas que je milite pour ça, mais si on veut répondre à l'argument qui disent, il y a trop de sangliers, donc il faut en tuer un maximum, mettez en place d'autres techniques qui n'emmerderont personne, qui tueront les sangliers de façon tout aussi cruelle, mais qui dérangeront pas toute la forêt avec les autres animaux sauvages, qui tueront pas des gens qui se promènent. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis en place, même parfois maintenant dans certaines villes, dans certaines périphéries urbaines ou bien aux États-Unis ou à d'autres endroits. Mais ça, c'est une solution ultime. Avant ça, il y a plein d'autres solutions à tester qui sont comment protéger mieux les cultures, comment éviter mieux les collisions routières, comment comment étudier, comment travailler sur la population de sangliers. Et en fait, tout ça, les sangliers, ce problème dans le problème, tout ça, c'est 2% des animaux tués à la chasse. Ouais, puis je trouve qu'il y a quand même, derrière cet argument de genre, il faut réguler, il y a quand même un côté, le chasseur providentiel qui débarque et qui sauve les pauvres agriculteurs, en fait, finalement, qui n'arrivent plus à prendre soin de leur culture. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu... Il y a un manque d'honnêteté là-dessus. C'est sûr qu'il y a un manque d'honnêteté. Si au moins les gars te regardaient dans les yeux en disant, et peut-être que certains le font, attention, en disant, moi j'aime tuer des animaux, j'aime tuer des sangliers, j'aime ce que c'est le jeu de les traquer, leur coller une balle dans la tête, et au moins tu peux respecter un truc qui est l'honnêteté. Après, tu peux ne pas être d'accord avec ça, trouver ça absolument cruel, mais au moins tu dis, ok, déjà on connaît le problème et on se cache pas derrière des fausses vérités, des fausses anecdotes. Quoi. De toute façon, j'imagine qu'il y a de ça. Il y a un amour de la chasse. Il y a de ça, quoi. Quand tu avais, je sais pas si tu l'as vu, Pierre, tu l'as sûrement vu, mais il y a quelques mois ou peut-être l'année dernière, où ils ont balancé une pub à la télé, en gros, pour dire que les chasseurs étaient les premiers écolos de France, ou les plus respectueux de la nature, où tu les voyais marcher et ramasser des déchets. Et tu vois, genre ils entretenaient la nature. Et je dis pas que certains le font pas, mais je veux dire, tu peux faire ça sans fusil, il y a pas de problème. Tu fais pareil. Exactement. Va prendre porte des treillis et... si tu veux, mais. Ouais. Mais oui. Mais après, tu vois, moi, j'y ai été confronté pour la première fois de ma vie au problème des sangliers, dans le sens où on a fait un potager, qu'on avait des pommes de terre et on s'est levé un matin, toutes les pommes de terre avaient été arrachées par un sanglier. Et je l'ai même vu, je l'ai filmé et tout. Et en plus, je l'ai vu le lendemain soir. Et en vrai, c'était mignon aussi, parce que quand tu prends le temps d'observer un sanglier qui ne te voit pas, c'est comme n'importe quel animal, quoi. Tu vois que c'est mignon, il renifle, il sautille un peu, il est en train de s'amuser. Mais tu m'étonnes, il est hyper bien mangé. Et d'un coup, je dis, c'est toi qui as mangé. Mais j'ai juste élevé la voix, comme ça, parce qu'il était loin. Je dis, c'est toi qui as mangé mes patates? Et là, d'un coup, il est parti en courant. En même temps, tu l'as tutoyé, ce qui est un peu direct. C'est vrai qu'ils aiment pas ça. Ouais, faut jamais faire ça. Ils préféreront toujours le fusil au tutoiement. Ça, c'est vrai que là-dessus, je suis personne pour parler, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, tu as un côté de toi, et encore, moi, j'ai pas une exploitation, je ne vis pas de ça, c'est mes pommes de terre, et je me dis, oh merde, c'était mes premières, et puis ils en ont bouffé la moitié. Ouais, j'avais un peu les boules, mais bon, à aucun moment t'as envie de tuer la bête, quoi. Tu te dis juste, tiens, est-ce que je peux trouver des solutions pour justement mettre mon potager à l'abri, quoi. En fait, le truc, c'est que effectivement, le plus souvent, ça marche de mettre sa production à l'abri. Là, pour un petit potager, tu mets un petit filet électrique, on appelle ça filet, ou une petite clôture électrique mobile temporaire, juste le temps où les patates sont attractives. Ça empêche les sangliers de passer. Sur un champ, c'est plus compliqué, parce que c'est plus grand et tout, mais c'est un peu le même principe. En fait, tout peut fonctionner dès lors qu'on met un petit peu d'ingénierie, de motivation. Bien sûr. Mais effectivement, ce truc des chasseurs qui sont un peu dans le déni en fait, j'aime tuer. Il y a même plusieurs sondages qui ont été commandés par la Fédération nationale des chasseurs auprès de leurs adhérents pour savoir quelles sont vos motivations pour chasser. Alors, à chaque fois en tête, t'as la sortie entre copains, bien manger, être avec mon chien, être dans la nature, puis tout à la fin, t'as tuer l'animal, c'est genre 1% et tout. Et en fait, effectivement, soit ils pipotent, soit ils sont dans le déni. Je pense que beaucoup sont dans le déni, parce que on peut faire tout ça, si tu tues pas l'animal, t'es dans la nature, t'es avec tes copains, tu passes un bon repas, je sais pas quoi, t'es avec ton chien, mais je pense que c'est ça qui est aussi assez problématique. C'est-à-dire, en fait, les chasseurs, ils essayent de mettre tout un folklore autour d'une activité de base qui est juste tuer des animaux pour s'amuser. Alors, comme c'est la chasse, c'est ancestral, que ça a été à une époque vraiment indispensable pour la survie. On peut pas nier ça. Je veux dire, il y a quelques même centaines d'années encore ou milliers d'années
ou même depuis millions d'années, notre espèce humaine et même les espèces qui l'ont précédée, on chassait, c'était nécessaire pour survivre. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en fait, les chasseurs qui font tout leur travail de communication, le lobby de la chasse, les fédérations de chasse, depuis des années, c'est vraiment d'essayer de faire passer le côté j'aime tuer des animaux un peu à la trappe pour que subsiste soit l'intérêt de genre on va sauver vos cultures, soit on va protéger la biodiversité en nettoyant des chemins de randonnée, en ramassant des déchets ou que sais-je, soit en étant dans la reconnexion avec la nature, ce genre de choses. Et tout ça, on peut le faire sans chasser. Donc forcément, ils sont hyper mal à l'aise dès qu'on parle de l'acte, vraiment au cœur de cette activité. Il n'y aurait jamais de débat, d'émission sur la chasse si à la fin, il ne tuait pas l'animal. Et c'est ce qui fait que ce débat, il est infini. Tant qu'il n'y a pas de l'honnêteté de tous les côtés, ça ne pourra pas avancer. Tu vois, tu as l'impression de parler à ton fils en disant pourquoi tu as mangé les bonbons. Non, j'ai pas mangé les bonbons. Mais si tu les as mangés, dis-moi pourquoi. Non, j'ai pas mangé les bonbons. Il y a un peu ça de non, mais on fait ça pour vous protéger. Ok, bon. Si on regarde les choses en face, c'est que vraiment le but, comme tu le disais, c'était faire en sorte qu'il y ait moins de sangliers. On trouverait des solutions. De la même manière que quand des maladies rares sont apparues, on n'a pas juste fait ça tue des gens. Bon, tant pis, au revoir les gens. Non, à chaque fois, on a foutu des scientifiques sur le coup pour qu'ils trouvent des vaccins, des machins, des trucs. On y arrive. Si à un moment, il a fallu aller plus vite en voiture d'un point A à un point B parce que c'est intéressant pour le commerce et pour ceci, pour cela, pour le tourisme, on a créé l'autoroute, on a pensé, on a réfléchi. À partir du moment où on refuse de se dire c'est comme ça, on n'y peut rien, on trouve des solutions. À partir du moment où on se dira non, c'est impossible de tuer des sangliers, on peut pas faire souffrir comme ça des animaux. En tout cas, on peut pas envoyer des gens comme ça dans la forêt, leur balancer une balle dans la tête, il faut d'autres solutions. Évidemment qu'on les trouvera. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On parle des sangliers parce qu'il y en a trop, mais moi, j'ai trouvé un truc sur ton Instagram qui était fou, qui concernait les faisans, où tu as fait une publication partagée, je crois, avec un dessinateur, si je dis pas de bêtises, un illustrateur. Une dessinatrice. Une dessinatrice, pardon. Tu vois, moi, j'ai habité longtemps dans une maison où il y avait un faisan et sa femelle, je sais pas, je suis nul. Dans la maison? Non, juste à côté. Pierre, il est hyper premier degré. J'étais en coloc avec un faisan, Jérémy, je l'embrasse. Non, mais on avait un faisan qui était là en bout de résidence tout le temps avec sa femelle qui s'appelle... La faisane? La faisane? Je sais pas. La poule faisane ou la faisane. Poule faisane, ok. Le faisan femelle, c'est souvent les noms d'espèces. C'est tellement magnifique un faisan. Alors la faisane, elle a eu moins de chance parce qu'ils l'ont mise en noir et blanc. Non, mais c'est toujours comme ça. Le mâle chez les oiseaux est toujours beaucoup plus beau que la femelle. Ça, c'est sûr, contrairement aux humains. Quasiment toujours. Il y a une société patriarcale aussi chez les oiseaux qu'on a du mal à éradiquer. Ouais. Mais en tout cas, je pensais que ça vivait naturellement, les faisans, tu vois, et que les chasseurs... venez les tuer. Et en fait, c'est tout autre. En fait, quasiment tous les faisans que vous voyez dans la nature, surtout en automne, et après un petit peu moins parce qu'il en reste moins, c'est ceux qui viennent d'élevage. Donc en fait, en France, effectivement, et ailleurs en Europe, mais quand même la France, on est assez balèze là-dessus malheureusement, il y a des élevages qui sont vraiment des fermes industrielles, comme pour les poules, les poulets de chair ou les poules pondeuses, mais dedans, il y a des faisans, et des faisanes surtout. Et cet élevage industriel, il est destiné spécifiquement à la chasse. Donc, ensuite, ça part dans des camions, c'est distribué à des sociétés de chasse localement, dans le village, et qui ensuite ouvrent les caisses, et le faisan, il sort. Et c'est vraiment comme dans le fameux sketch des Inconnus sur le lâcher de Galinette Cendrée. Là, on a perdu tous les jeunes personnes qui écoutent le podcast. On n'a pas de jeunes qui nous écoutent, t'inquiète pas. Ouais, ça va alors. Et donc, on en fait, c'est vraiment Nous, on les chasse. c'est vraiment du lâcher de Galinette Cendrée, quoi, du lâcher de faisan où l'animal, il a rien connu d'autre dans sa courte et misérable vie qu'un hangar, qu'une cage, qu'une volière, et qu'une caisse de transport et un camion, et on ouvre la caisse, il se retrouve dans la nature. Et là, c'est juste pour amuser les chasseurs qui tirent dessus. Donc là, c'est vrai que la notion de régulation, entre parenthèses, est quand même difficile à assumer pour les chasseurs. Tu vas pas trop réguler des animaux que tu as toi-même fait naître dans un élevage, que tu as lâché dans la nature. Mais blague, c'est atroce, on a peine à imaginer. Je pense que ces genres de trucs, quand je sais pas, dans quelques, peut-être dizaines d'années, siècles, quand cette chose, je l'espère, sera interdite et oubliée, peut-être, est terminée, on regardera en arrière, on se dira, mais c'était quand même fou, on faisait naître des millions d'animaux dans des élevages, même pas pour les manger, même pas pour rien du tout, juste pour les lâcher et tirer dessus avec un fusil, et puis rien du tout, et puis c'est tout. C'est l'animal objet, là. Tu peux pas, quand tu fais ça, tu peux pas te dire que l'animal a une sensibilité, que c'est un être vivant, tu le traites comme tu traiterais une balle de tennis, quoi. Complètement. Avec en plus des conditions d'élevage qui sont elles-mêmes sordides parce que les animaux, les animaux, comme les faisans, ils sont quand même un petit peu plus sauvages que des poulets
parce qu'il y a une sélection plus forte sur les poulets ils vont directement à l'abattoir. Donc, peu importe si un poulet ressemble à rien, il peut pas se tenir debout parce qu'il grandit hyper vite pour produire de la viande. Parce que le faisan, comme il est lâché, il faut quand même qu'il sache un petit peu marcher et voler. Donc, il faut quand même qu'il ressemble un peu à quelque chose. Donc, il est encore un tout petit peu plus sauvage que le poulet. Et en fait, ça change un peu, du coup, son comportement, qui est un peu plus nerveux, agressif. Et donc, ce qui fait que quand dans les élevages, il y a des milliers de faisans comme ça, ils sont nerveux entre eux. Du coup, ils supportent encore moins la captivité que des poulets. Et donc, ils se foutent sur la tronche, ils s'entretuent. Et c'est pour ça que les éleveurs leur foutent, par exemple, un petit couvre-bec, comme ils appellent ça, c'est-à-dire une petite chose en plastique sur le bec qui les empêche de s'entretuer à coups de bec. Et on enlève ça au moment de le vendre aux chasseurs, en fait. Non, mais moi j'ai vu ça, des parties de chasse, comme on dit, où ils font des lâchers de faisans, et certains faisans sont tellement même habitués à l'homme que les faisans ils rentrent dans les voitures en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le faisan, il est à côté de toi en voiture quand tu te gares. Le faisan rentre, il te dit coucou et toi, tu lui dis gentiment, écoute, mon grand. Nous, c'est ce qui se passait avec les faisans colocs, là, Jérémy, dont je parlais tout à l'heure. Les faisans qui étaient à côté de chez nous, quand on rentrait de l'école et qu'on passait à côté, on était à 2 mètres et ils bougeaient pas. Ils nous regardaient, on les entendait pousser leurs cris, qui est particulier, que je pourrais pas imiter. Essaye quand même. Ouais. Je sais pas, je saurais pas trop faire. C'est un peu ça. Mais qui est super. Et c'est encore pire. C'est encore pire de se dire que t'as l'animal qui est là, qui est à côté de l'homme, qui a pas forcément peur, et d'un coup, la lumière s'éteint parce qu'il vient de se faire tirer dessus. Mais on avait vu ça aussi dans une vidéo que Hugo Clément avait partagée. Peut-être que toi aussi tu l'avais fait, avec un sanglier alors moi j'ai pas pu la regarder, j'ai lu juste la description. Un sanglier qui s'approche d'un chasseur, quoi, qui lui tourne autour, et puis au bout d'un moment le mec, bon allez, il prend le fusil et paf, un coup dans la tête, quoi. C'est ça. Les animaux qui sont habitués à être nourris par les humains, forcément terrible. ils voient un humain. Mais du coup, toi, Pierre, forcément, tu milites et puis tu hausses le ton. Enfin, en tout cas, on t'entend, on te voit. Du coup, il y a quand même un gros revers de la médaille, c'est que t'es quand même pas tranquille. C'est-à-dire que des menaces, t'en as quand même un peu long comme le bras, non ? Oui, beaucoup. Même si c'est bien sûr une minorité, une petite minorité des chasseurs qui sont dans la menace, on est bien d'accord. Mais ça fait qu'il y en a quand même beaucoup au final. Donc ouais, sous toutes les sortes, menaces, boîte aux lettres physiques, menaces réseaux sociaux, bien entendu. Là, agression physique, ça m'est déjà arrivé aussi. Agression physique aussi. Je savais pas. Ça m'est arrivé, sans grande gravité. Je sais pas, mais bon, voilà. Non, oui, c'est pas. Je ferais pas ça si, je sais pas, j'avais genre des enfants, des choses comme ça. Des enfants, des choses comme ça. Non, cette phrase n'est pas terrible. Bon, j'ai des enfants, je peux dire qu'on peut dire des choses. Hein. C'est la loi autorise. Tu les verrais manger le soir, bon. Mais en fait, les gens se rendent pas forcément compte. Mais dans ce que tu partages, par exemple, là, il y a quelques jours, tu publies des courriels, comme tu dis, je reçois parfois des courriels un peu excessifs. J'aime bien cette formulation, puisqu'après tu lis, donc il y a marqué: salut petite tute, si un jour je te croise, je vais te péter la rondelle de tute avec ma grosse tute, fils de tute. Voilà. Alors pour que vous vous rendiez compte, on peut faire un bipage inverse. Je bipe les autres mots, sauf les gros mots. Donc ça fait tut tut pute, tut 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 chier, tut tut froc, fils de pute. Bon là j'ai oublié de biper la fin. En fait, là on rigole, mais c'est horrible, c'est terrible. Est-ce que toi t'as peur pour ta vie tous les jours ? Est-ce que t'es proche aussi ? Est-ce que du coup t'as des gens qui t'entourent ? Est-ce que t'as un avocat ? Est-ce que t'as... J'ai pas peur pour ma vie tous les jours. Pour les menaces de mort, il y a une avocate, Maître Lanty, qui m'a beaucoup aidé à porter des plaintes. Le souci, c'est que quasiment jamais ça n'aboutit pour les menaces de mort, même explicites, même avec des preuves. Il y a quand même une grande complaisance. Enfin, bon, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas faire le complotiste. Je sais pas à quel moment ça bloque, mais on a des menaces de mort ou des agressions avec des preuves et ça n'aboutit à rien au bout de plusieurs années. Si ce n'est à des pauvres trucs. Bon, en tout cas, j'ai pas peur tous les jours quand même. Bon, il se trouve que j'ai un peu, malgré moi, quand même l'habitude d'être un peu embêté, puisque depuis vraiment hyper longtemps, même petit retour en arrière, cours de l'école, j'avoue que le fait de s'intéresser aux petites bestioles, aux petits animaux, machin, genre non, faites pas de mal aux animaux. Quand on a 5 ans, les autres dans la classe, les autres garçons, c'est toujours des garçons, sont pas forcément hyper sympathiques. Et du coup, j'étais pas mal embêté depuis longtemps, ce qui fait que je suis quand même hyper rodé à ça. Et ce qui est formidable, en fait, c'est que depuis justement les réseaux sociaux, alors sur lesquels je suis arrivé personnellement assez tardivement, genre vraiment des années après les autres, et finalement, il y a eu toujours ce même genre de truc de menace qui forcément s'est amplifié sur les réseaux sociaux et tout, mais la partie hyper positive du truc, c'est qu'il y a eu aussi, et en fait hyper majoritairement, énormément de gens
qui m'ont soutenu et qui me soutiennent et qui sont adorables et tout. Et donc en fait ça représente 95% des messages que je reçois, c'est des messages positifs, d'encouragement. Donc j'avoue que les messages d'insultes hyper agressives, violents, etc., j'en reçois toujours des cargaisons. Franchement, ça me fait mais vraiment strictement rien. Si c'est que même des fois ça m'amuse parce que parfois c'est pas hyper ça manque ça vole d'arguments. pas hyper haut. Ouais. Ça manque d'arguments, c'est moi qui puis dire. Après, les menaces concrètes, il y en a qui, c'est vrai, font flipper, mais globalement, ça me motive plutôt parce que ça me fait dire qu'en face, ils sont pas tranquilles. Et du coup, ça m'encourage plutôt à continuer. Bah, tu vois, moi, ce qui me fait un peu peur là, dans ce qui est menace de mort, ou en tout cas, chose qui ressemble, tu avais publié le commentaire d'un mec qui met si tu pouvais prendre une balle perdue, ce serait plus utile. Et ce qui est terrible, c'est que tu vois sa photo de profil sur Insta ou je sais pas quoi, ce mec. Ça, c'est Facebook, ça. Ou Facebook. Il est avec son fils. Il a un fils qui doit avoir 5-6 ans avec des lunettes, qui a l'air tout mignon. Et tu te dis, mais en fait, c'est terrible pour l'enfant. Moi, j'ai pas envie d'être cet enfant, quoi. Je me dis. Ah bah ça, c'est hyper fréquent. Hein. Les profils, quand tu regardes les profils des gens qui menacent de mort, tu regardes leurs photos, c'est toujours les photos de famille toutes choupies. Et les types. Après, est-ce que c'est moi, je suis pas spécialiste de ça. Est-ce que c'est l'effet réseau social aussi où les types s'emballent Ouais. Peut-être s'il était en face, il serait un peu moins virulent, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même été pas mal embêté aussi avec des gens en face à face. Quoi. C'est possible. Écoute, moi, à mon petit niveau, tu vois, en radio, j'ai déjà énervé des gens juste parce que j'existais, et que par exemple, je remplaçais un animateur d'avant ou quoi. Donc j'ai déjà une fois, pour ça. j'ai déjà reçu des messages, évidemment pas des menaces de mort, ce serait un peu excessif, mais t'es vraiment qu'une merde. Quand je t'écoute à la radio, ça me donne envie de gerber, mais dégage avec ta vie de merde. Machin, ok. Et en fait, à l'époque où j'étais un peu plus jeune et un peu plus, dis donc, c'est pas gentil, j'ai retrouvé le mec sur Facebook et je lui ai envoyé un message privé en disant coucou, bon, j'ai lu ton commentaire, ça m'a pas fait très plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Et je te jure, le mec m'a répondu, mais avec tellement de douceur. Oh, Ben voilà. Excuse-moi, mais ça me touche tellement que tu m'écrives. Effectivement, j'ai été excessif et puis je devrais vraiment laisser la chance à l'émission telle qu'elle est. En tout cas, ça prouve vraiment que t'es un mec bien de m'avoir écrit. Et tout l'inverse. Genre, il me brossait dans le sens du poil. Et des fois, tu sais pas pourquoi, c'est vrai, les gens sont hyper agressifs. Et alors que ce serait dans un autre contexte, peut-être qu'il serait plus apte à s'exprimer correctement et à te respecter. Parce qu'il est là le problème, en fait. C'est que quand tu vois ce genre d'échange, évidemment que ça mène nulle part. Mais c'est débile, quoi. Toi, ok, la chasse, c'est pas ton truc, t'es pour le bien-être animal, tu veux plus qu'on bute des animaux. Bon, moi, je suis plutôt dans cette équipe. Maintenant, les gens qui sont dans l'équipe inverse, pour qui ça paraît naturel de buter des animaux et de chasser, pourquoi pas? Le truc, c'est pas de leur dire, les gars, chambre à gaz pour vous, peine de mort. Enfin, on n'en est pas là. Mais le truc, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut discuter avec ça? Entendons vos arguments, essayez d'entendre les nôtres, essayons de voir par rapport au monde dans lequel on vit si on peut pas trouver des compromis. Mais j'ai vu qu'il y avait je sais pas si tu organises ça des fois, mais il y a des discussions qui sont organisées des fois entre militants anti-chasse et chasseurs. Je sais qu'ils ont essayé dans le village à côté de faire ça. Je sais pas trop si ça a pris. Je crois qu'il y avait surtout des chasseurs. Les autres, ils avaient peur. Mais je trouve ce genre d'initiative beaucoup plus respectable, parce qu'au moins, ça veut pas dire que ça va donner quelque chose, mais ne serait-ce que de tenter et de se dire, on va se respecter parce qu'on est des humains. C'est pas parce qu'on vibre pas pour les mêmes choses et qu'on n'a pas la même conception de la vie qu'on peut pas échanger. Sinon, c'est complètement con. Bah, écoute. Comment dire ça? Je pense que... Après, c'est peut-être stérile, ce que je dis, ce genre de truc. Ça sert peut-être à rien, j'en sais rien. Personnellement, je pense qu'on peut avoir plusieurs stratégies. Et j'avoue que moi, j'essaie d'être plutôt dans un rapport de force, mais pas du tout par rapport aux gens individuellement. C'est-à-dire de m'en prendre, mais de façon respectueuse et sensée, j'espère, et pas débile, plutôt ce que j'appelle le lobby de la chasse, c'est-à-dire les institutions de la chasse. C'est-à-dire que font les chasseurs. C'est-à-dire, eux, ils sont dans une stratégie de communication, comme on parlait juste avant, où ils essayent un peu de redorer l'image de la chasse. Donc moi, j'essaie d'aller sur le terrain pour filmer, pour montrer, pour obtenir des images de ce que font les chasseurs réellement. Alors, ce que font des chasseurs, mais quelles sont les différentes pratiques de chasse. Par exemple, l'élevage des faisans, j'ai produit sur le terrain plein d'enquêtes pour montrer comment ça marche l'élevage des faisans. Où c'est filmé, on a réussi à obtenir des images de l'intérieur et tout. Pareil pour d'autres modes de chasse, la chasse à la grille, plein de chasses différentes. En fait, je montre ça de façon en fait assez journalistique. Maintenant, c'est un peu ma démarche, c'est-à-dire de montrer le réel pour contrer l'image un peu l'image communication du lobby en face. Et donc en face, souvent, ils ont pas vraiment d'arguments. Et donc, comme ils ont pas d'arguments, soit
t'as un peu les chasseurs de base qui s'expriment sur, en gros, les réseaux sociaux et qui, parfois, pour certains d'entre eux, sont pas très malins, pardon de le dire comme ça, et pour certains d'entre eux, sont tout de suite hyper agressifs et dans la menace et dans l'insulte, dans l'invective, et qui font un peu flipper ceux-là, même si peut-être, en fait, si on les avait en face, ils seraient plus doux. Et puis, t'as la partie plus le haut de la pyramide, où j'ai fait des débats, parce que tu parlais de faire des débats, mais ça, c'est quand on m'invitait dans des émissions genre télé, machin, pour débattre avec le président de la Fédération nationale des chasseurs, le lobbyiste en chef, le directeur, l'adjoint directeur adjoint, tout ça, je les ai fait tous un par un, ceux-là. Et en fait, j'y allais pas tant pour débattre avec eux, parce qu'un vrai débat, on pourrait dire chacun doit évoluer à la fin dans sa position, mais eux, ils défendent une activité, ils défendent leur propre intérêt. Moi, j'essaye d'apporter des arguments pour faire évoluer, mais eux, ils défendent vraiment complètement leur propre intérêt. C'est la définition d'un lobby, l'intérêt d'une pratique récréative. Et donc, ils vont pas être dans le débat. Donc, à mon sens, le débat à ce stade-là, il sert à rien. Et ça veut dire qu'il faut pas discuter. Mais le débat, dans la définition du débat où on se dit de façon intelligente entre plusieurs personnes, on essaye d'évoluer sur un sujet, là, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc en fait, par exemple, pour te dire, quand j'ai débattu sur BFM ou autre, ou des trucs comme ça, avec les représentants du lobby de la chasse, à chaque fois, ils avaient leur petite fiche sur moi, avec que des fakes sur moi, pour dire ouais, Rigaud, il a fait ci, il a fait ça, des trucs faux, mais pour occuper l'espace, parce qu'ils s'attaquent plutôt à la personne, vu qu'ils n'ont pas d'argument. Oui, ils veulent te discréditer, comme ça, tout ce qui sort de ta bouche n'a plus aucune valeur. Exactement, Rigaud, c'est la stratégie, on attaque le messager quand on n'a pas d'argument sur le message, quoi. Donc, moi, j'ai pas plaisir du tout à débattre avec des chasseurs, dans le sens où je vais pas le faire changer d'avis lui. Ce que j'essaie de faire, c'est, quand on m'invite quelque part, d'apporter des arguments. Alors souvent à la télé, quasiment à chaque fois qu'on m'a invité pour parler de chasse à la télé, c'était parce qu'ils voulaient organiser un débat avec un représentant de lobby de la chasse. Donc j'y vais, mais c'est pas pour le plaisir de débattre, puisque je sais que ça sera pas un débat. C'est plutôt pour profiter de cette opportunité pour amener dans le vrai débat public, pour amener aux gens qui regardent les arguments. Mais moi, personnellement, j'avoue que je vais pas débattre avec le chasseur du coin parce que j'y vois pas d'intérêt. Lui, peut-être il est cool ou pas, parce qu'il y a plein de chasseurs qui sont hyper sympas, en fait, quand tu parles avec eux en dehors du moment de la chasse. Mais simplement, ça m'est égal de le faire changer sa position à lui. Moi, je voudrais que politiquement, on arrive à ce qu'il y ait suffisamment de citoyens qui comprennent vraiment c'est quoi la réalité de la chasse pour que ça ait une importance pour eux, et qu'après, ils fassent pression directement ou indirectement par les urnes ou autres sur les représentants politiques, pour que des décisions soient prises venues d'en haut pour, par exemple, interdire telle ou telle pratique de chasse. Et c'est vraiment ma stratégie, qui est une stratégie qui est complémentaire sûrement avec plein d'autres. Mais ma stratégie, c'est montrer le réel de ce qu'est la chasse, apporter des arguments, donc par des vidéos faites sur le terrain, par des livres où je détaille vraiment sur de longues pages tout l'argumentaire avec les sources bibliographiques et tout. Et puis apporter ça dans le débat public, et puis faire en sorte que les gens soient informés de ça, que pour une fois, on parle de la chasse autrement que par un reportage à la feu Jean-Pierre Pernaut sur le dimanche midi à la chasse où c'est trop cool entre potes, et pour qu'on ait vraiment un truc de fond, et que les politiques, à la fin, ils se disent c'est important pour les gens de s'intéresser à l'écologie ou bien-être animal pour de vrai sur la chasse, et donc on va prendre des mesures pour interdire telle ou telle pratique de chasse. Voilà, c'est en tout cas ma stratégie. Et du coup, toi qui as quand même abordé énormément justement toutes ces techniques de chasse, moi j'ai appris ce qu'était la chasse à la glu grâce à toi, ce qui est absolument horrible. Je pense aussi à la chasse au canard où tu as un appât avec une canne qui crie pour attirer les canards et pour qu'on les tue. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, d'autres pratiques de chasse? Tu vois, profitons de ce podcast justement pour sensibiliser les gens qui nous écoutent. Alors il y a plein de pratiques de chasse vraiment hyper variées, des trucs qui maintenant sont un petit peu plus connus, mais qu'on connaissait pas encore, que beaucoup de gens ne connaissaient pas encore. Genre le déterrage des blaireaux, c'est considéré comme une forme de chasse. Alors c'est une chasse sans fusil, on peut dire, c'est cool, c'est hyper écolo ou à l'ancienne, où en fait les blaireaux sont des animaux qui vivent dans des terriers très complexes, qui sont essentiellement nocturnes, ils se réfugient là-dedans quand ils se sentent en danger, et bien les types vont aller creuser pour bloquer les blaireaux dans un coin qui sont bloqués par le fait qu'on envoie aussi des petits chiens type fox terrier à l'intérieur. On déterre ces animaux en fait qui sont réfugiés dans leur maison souterraine, là, un truc de hobbit spécial blaireau. Ouais. En fait, ils attrapent avec des pinces et ils les massacrent comme ça. Par exemple, c'est une forme de chasse parce que c'est une tradition. À quoi ça sert? Mais strictement à rien. Personne mange de blaireau, ça se mange pas. Ouais. Même les plus viandards des viandards, ils mangent pas de blaireau. Ouais. Donc ça sert strictement à s'amuser. Il y a toutes les chasses au gibier, comme on dit, au gibier d'eau avec des appelants. Donc ce que tu disais Anso, où les types utilisent des animaux parfois d'élevage qui sont attachés pour attirer d'autres, leurs congénères sauvages sur lesquels on tire.
Il y a des chasses, la même chose avec des pigeons ou dans des palombières, pas mal dans le sud-ouest aussi, où en fait on utilise des pigeons qui sont attachés pareil avec un petit fil qu'on met en haut d'un arbre, sur une petite plateforme sur laquelle on tire avec un fil, avec tout un système de poulies assez perfectionné finalement, pour faire bouger la plateforme sur laquelle est attaché le pigeon, ce qui fait que le pigeon il est un peu déséquilibré, il bat des ailes. Donc les pigeons migrateurs qui passent au-dessus, ils voient bouger le pigeon, ils se disent il y a un pigeon en bas, ça doit être safe, la place est tranquille. Donc je vais me poser, faire une halte migratoire. Le pigeon, ça se trouve, il a déjà fait 3000 km de migration, il est crevé, il se pose là et pile en face du type qui est dans sa petite cabane et qui tire dessus. Ouais. En fait, c'est assez infini le nombre les modes de chasse. Là, il y a un peu un revival de la chasse à l'arc là, depuis quelques années, qui est présenté comme plus écolo. Soi-disant, c'est plus proche de la nature, ça fait moins souffrir les animaux et tout, mais pas du tout. C'est un carnage parce que les types parfois se prennent pour Robin des Bois ou je sais pas qui, c'est qui les archers célèbres, bon je sais plus, et qui en fait savent pas bien viser, donc t'as des animaux qui se travaillent avec des flèches, enfin qui ça traîne sur du. Il y a un truc qui est assez peu connu, mais alors c'est dégueu, hein, pardon d'expliquer ça maintenant, mais qui est le fait que il y a une partie des chasseurs qui sont spécialisés dans la récupération des animaux blessés. Donc on peut se dire c'est cool, au moins ils vont rechercher les animaux blessés, ils vont pas les laisser agoniser lamentablement au fond d'un fourré. Et du coup, comme eux-mêmes, ils relatent un peu leur activité, leurs exploits, ben, ça permet d'avoir une source pour montrer le fait qu'il y a énormément d'animaux blessés à la chasse. Par exemple, ces chasseurs-là, ils entraînent leurs chiens à suivre des pistes d'animaux blessés. Et c'est là qu'on se rend compte que même à la chasse dite normale, la chasse de base, type avec un fusil qui tire sur un sanglier, un chevreuil, un cerf, en fait, il y a plein d'animaux qui se prennent une balle dans le ventre, dans le museau, dans une patte, et qui survivent pendant des heures, voire parfois des jours, qui se traînent sur plusieurs kilomètres et qu'on retrouve quand le chasseur en question a fait l'effort de les retrouver ou d'appeler quelqu'un qui est spécialisé avec son chien de chasse spécialisé dans la recherche d'animaux blessés pour aller l'achever ou pas réussir à l'achever. Et t'as des récits, mais qui sont absolument sordides, expliqués par les types eux-mêmes, qui expliquent de manière hyper chirurgicale, l'animal avait une balle de panse, donc autrement dit une balle dans le ventre. Je leur retrouve des morceaux d'intestin, des morceaux de boyaux par terre au bout de 500 mètres, ce qui m'indique qu'il est rentré dans le fourré à cet endroit-là et tout. Ouais. Et ça, c'est eux-mêmes qui l'expliquent dans leur petit réseau spécialisé. Alors souvent, nous, on arrive à avoir ça en s'infiltrant dans ces milieux-là pour avoir ces récits-là des chasseurs qui parlent entre eux. Parce que c'est pas très reluisant, donc ils le expliquent pas forcément de façon publique. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que même les modes de chasse, le plus basique, où on se dit au moins avec un fusil on tue proprement. Mais non, le plus souvent on tue pas proprement en fait, parce que il y a 1 million de chasseurs en France, le permis de chasse il est facile à obtenir, ça peut pas être 1 million de tireurs d'élite, c'est impossible. Ouais. Le permis de chasse en France, il est tel que vous apprenez pas à viser pendant la formation au permis de chasse. Ça paraît fou. Et on apprend des règles de sécurité vraiment basiques. Genre, il lance ne pas tirer sur son voisin, parce qu'en fait, malheureusement, beaucoup d'accidents de chasse, qu'on dit de chasseurs, de gens tués à la chasse, c'est souvent des chasseurs qui sont tués par d'autres chasseurs, parce que le type les a pas vus, il a tiré à côté. Donc, on apprend à pas tirer sur son voisin quand on est aligné sur un rang comme ça lors d'une battue, avec un angle à respecter pour pas que son fusil soit vraiment trop dirigé vers son voisin. Bon, on apprend des choses comme ça. On apprend à tirer avec un disque en fait qui part comme dans le tir au pigeon, enfin le ball trap. Ouais. Quand c'est telle couleur, t'as le droit de tirer parce que c'est une espèce chassable. Quand c'est l'autre couleur, t'as pas le droit de tirer parce que c'est une espèce protégée. Donc ok, mais par contre savoir viser, on n'apprend pas. Il n'y a pas de cours pour savoir viser. Ouais. Ce qui fait que 1 million de personnes qui ont actuellement leur permis de chasse en France actif, validé. C'est pas possible qu'1 million d'entre eux soient spontanément hyper forts au tir en fait. Et en plus, le mode de chasse le plus souvent utilisé pour les grands mammifères, c'est la battue. C'est-à-dire qu'on fait sortir les animaux, par exemple, d'un bois avec des chiens ou des rabatteurs. On a tous vu ça dans les campagnes où, du coup, sur les routes, il y a des types alignés en orange qui attendent, en fait, que l'animal sorte. Du coup, le sanglier en question ou le cerf, il est en train de s'enfuir pour sauver sa vie. Du coup, il court à pleine vitesse. Il zigzague entre les machins. Et c'est là qu'intervient le chasseur qui doit viser sur un animal qui court à fond la caisse. En zigzagant, en plus. Donc, en zigzagant, face à un chasseur qui n'a jamais appris à viser. Donc, c'est obligé qu'il y a plein d'animaux blessés, en fait. Même si le chasseur, il est de bonne volonté. Ça, je pense, c'est important à se rendre compte. C'est que il y a plein de chasseurs, leur plaisir, c'est pas de blesser des animaux. Autant on disait tout à l'heure, les chasseurs, ils veulent forcément tuer des animaux, c'est le principe. Parce qu'en plus, ils dépensent de l'argent, du temps, de l'énergie pour ça. Donc, personne ne les oblige à payer le permis de chasse, à payer tous les accessoires, le fusil, machin, les balles.
Mais par contre, je pense que beaucoup d'entre eux sont pas des gros psychopathes qui qui ont plaisir à torturer des animaux. Ils veulent tuer des animaux, mais même quand ils essayent de faire au mieux, entre guillemets, au moins mal, de tuer au plus vite possible, ben souvent c'est juste pas possible en fait, on peut pas. Donc ça génère de la souffrance, ce qui fait que même les modes de chasse censés être les moins cruels le sont énormément. Mais il y a des modes de chasse qui, c'est vrai, sont plus frappants parce que c'est un côté complètement absurde. La chasse à la glu, enfin, badigeonner de la colle sur une baguette, attendre que l'oiseau se pose dessus et puis il peut plus s'enlever. Du coup, on vient avec du white spirit, du détergent pour le décoller. Pour en faire quoi? Bah, le remettre dans une cage pour attirer les autres oiseaux qui vont à nouveau se coller comme ça. Et c'est quoi le sens de ce truc? Donc, avant, le sens, il pouvait y en avoir un, c'était de bouffer, tout simplement. Dans des contrées ou des époques où il y avait pas grand chose à manger, donc on essayait de choper ce qu'il y avait, ça peut tout à fait se comprendre. Peut-être moi je l'aurais fait il y a 5 siècles, je sais pas. Mais là ce sera rien. Donc les modes de chasse basiques sont hyper cruels, hyper violents, génèrent vraiment énormément de souffrance, même quand les chasseurs sont de bonne volonté. Et en plus il y a tout un cortège de petites pratiques comme ça. Mais alors le côté positif, c'est que quand même certaines ont été interdites. Par exemple, il y avait la chasse à la pierre tombante, un truc d'homme des cavernes, quoi, où en fait on mettait des petites baies par terre avec une pierre plate posée dessus en équilibre tenu par une petite baguette. Quand l'oiseau venait en dessous, il passait, ça bougeait la baguette, la pierre tombait, ça écrasait l'oiseau. C'est une forme de chasse qui était encore légale il y a quelques années dans certains départements sous l'argument de la tradition. Ça, finalement, ça a été interdit. Donc quand même, il y a des petites évolutions. Ouais, heureusement que ça bouge un peu. Mais justement, est-ce que tu as des exemples de pays sur lesquels, desquels on pourrait s'inspirer peut-être? Est-ce qu'il y a des pays qui font plus d'efforts en matière de chasse ou chez qui c'est plus réglementé, peut-être avec des jours de chasse? Parce que moi, par exemple, ce qui m'a fait halluciner en arrivant à la campagne dans laquelle j'ai grandi, quand j'étais petit, je faisais pas trop attention. Je sais que j'allais tout le temps faire du vélo dans les bois et tout. Je pense qu'il y avait moins de chasseurs qu'aujourd'hui là où j'habite. Là, je peux pas, quoi. Là, je sais que ça a commencé il y a je sais pas combien de semaines et ça va durer là jusqu'au printemps. Ça tire de partout et il n'y a pas de jour off, quoi. Je pensais qu'il y aurait des jours off, il n'y a pas de jour off. Donc tu peux avoir tous les jours des pa. Et moi des fois je dis à mes enfants non, restez pas dans le jardin parce qu'on est en lisière de forêt et que j'ai pas du tout confiance. Donc bref, tout ça pour dire, est-ce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus réglementé ou des pays desquels on pourrait s'inspirer? Alors déjà la chasse elle est vraiment présente dans à peu près tous les pays du monde, la chasse, disons récréative, mais avec vraiment plusieurs niveaux. Et c'est vrai que la France, on est quand même très haut très haut level de nombre de jours de chasse, d'espèces chassables, qui est vraiment par exemple, le nombre d'espèces chassables en France, c'est le plus élevé d'Europe largement, alors qu'il n'y a pas en France le nombre d'espèces le plus élevé d'Europe. Ouais. Et il y a des pays où c'est moins pire, mais où la chasse reste quand même autorisée avec des permis de chasse vachement plus difficiles à obtenir. Par exemple, l'Allemagne, il y a plein de chasses en Allemagne. Mais le permis de chasse, il est plus difficile à obtenir. Il y a vraiment un cours sur le maniement des armes et tout. En fait, quasiment dans plein de pays, c'est moins pire qu'en France, peut-être aussi en Espagne, où c'est quand même assez sordide en Espagne aussi, avec quand même moins d'espèces chassables. Mais des jours sans chasse, il y a plein de pays qui l'ont acté. En Italie, par exemple, où il y a un ou plusieurs jours par semaine, dans tout le pays, tu sais qu'il n'y a pas de chasse. Jamais. Ben, ça me paraît hyper logique, quoi. Enfin, je veux dire, que tu sois d'un camp ou de l'autre, trouver un compromis, que tout le monde soit content, ben, ça devrait déjà commencer par ça. Parce que l'argument de mec, si t'es pas content des fusils de chasse, ben retourne en ville, parce que c'est ça la campagne. La campagne, c'est des chasseurs, un coq qui fait du bruit le matin et un clocher. Et tu sais, ils mettent tout ça dans le même package. Mais j'ai envie de dire, les gars, moi, j'ai rien contre un clocher. Le clocher, il va pas buter mon fils, hein, normalement. Le coq non plus, il va peut-être lui courir un peu derrière. Mais c'est terrible. Mais ne serait-ce que parce que je trouve ça extrêmement violent, le bruit d'une arme à feu, quand t'es pas dans le truc et quand c'est juste à côté de toi. Et puis c'est pas du tout agréable, quoi. Moi je me verrais pas déjà, je sais pas, mon fils le jour où il a 14 ans, s'il fait tourner sa mobilette à fond dans le jardin parce qu'il est en train de bricoler ou je sais pas quoi, je vais lui dire écoute, on n'est pas tout seul, il y a des voisins, calme-toi. Enfin, tu sais que tu vis quand même en société, même à la campagne où les voisins sont un peu plus loin. Tu fais attention aux autres. T'as l'impression que le chasseur, en tout cas comme je le ressens, a un espèce de passe-droit qui fait qu'il peut venir en bas de ton jardin, tirer et puis c'est bon, je suis pas tourné vers ta maison, je suis dos à ta maison. Peut-être, mais j'ai pas envie que tu butes des animaux et que tu balances des coups de fusil à 50 mètres de chez moi, quoi. Ben, c'est là qu'on en vient à on en revient à l'histoire de discussion, soit dialoguer, soit être dans le rapport de force. Et en fait, le dialogue, il marche pas dans le sens où à chaque fois qu'on a proposé au niveau national, mais ça fait, je sais pas, vraiment une dizaine d'années que les associations de protection de la nature ou des animaux, elles disent aux chasseurs, on pourrait pas au moins avoir un jour sans chasse au niveau national. En fait, ils refusent. À tous les niveaux, ils refusent. Alors, faut dire que ça existe dans certains départements. Selon les départements, t'as un jour qui peut être
sans chasse, mais ça change selon les départements. Et puis c'est jamais le week-end, c'est jamais le mercredi, c'est toujours genre le jeudi ou le mardi. On a moins de chances d'être dehors. Et les chasseurs disent ouais, mais nous aussi on travaille, donc faut bien qu'on aille chasser le week-end. Bon. Et en fait, c'est pour ça que je pense que vraiment une solution, c'est d'agir dans le rapport de force. Mais attention, quand je dis ça, ça veut pas dire être agressif avec les gens, ça veut pas dire ne pas être dans le dialogue, mais juste que les citoyens ils se fassent pression auprès des politiques pour dire nous, même si on n'est pas opposé à la chasse, admettons, bah au moins qu'on ait un jour tranquille, que genre tel jour de la semaine, ça serait bien que ce soit le dimanche ou le samedi. En France, partout, sans autres conditions, bah il y a pas de chasse, on peut être sûr. Mais en fait, les chasseurs ils veulent pas pour une raison simple. D'après eux, ils disent ouais mais si on commence à donner ça, on va leur donner ça. En gros, si on autorise un jour sans chasse, après ça va être 2 jours, après ça va être 3 jours. Et c'est pareil sur le nombre d'espèces chassables. Ils disent ouais mais si vous nous retirez telle espèce parce que elle est menacée. Typiquement, t'as des oiseaux genre, je change un peu de sujet, mais je sais pas les lagopèdes alpins. Il y a des oiseaux, ils vivent en montagne, dans les Alpes. Ils sont en déclin, ils sont menacés par plein de choses, par le béton des grosses stations de ski, par les câbles sur lesquels qui se prennent les câbles en volant, et essentiellement par le réchauffement climatique qui fait que comme c'est des oiseaux adaptés au froid, il fait de moins en moins froid en montagne, il y a de moins en moins de neige et tout, donc ils remontent de plus en plus en montagne, ils vont peut-être à terme, on sait pas quand, mais disparaître complètement en fait. Et ces oiseaux ils sont encore chassés parce que les chasseurs disent ouais mais bon nous on n'en tue pas tant que ça et tout, laissez-nous ce plaisir. Et en fait, même quand on leur dit, mais au moins une espèce menacée, juste arrêtez de tirer cela, si vous en faites rien, vous les mangez même pas, ça sert à quoi? Ben, même sur ça, ils veulent pas lâcher parce qu'ils disent, ouais, mais si on nous retire telle espèce, après, ça va être telle autre, telle autre, telle autre. C'est pareil pour les jours sans chasse. Donc, en fait, ils veulent jamais rien lâcher. Et il y a plein d'exemples comme ça qui sont hallucinants. Par exemple, le plomb dans les zones humides. Donc, vous savez, les chasseurs qui chassent, soit ils utilisent, enfin, quand ils tirent des petites gerbes de billes d'acier pour tuer les petites proies comme les oiseaux. En fait, c'est une cartouche. T'as les grosses balles pour sanglier ou pour grand gibier. C'est vraiment une balle, genre un mini obus qui sort du fusil. Et puis t'as la cartouche qui contient des petites billes d'acier. Ça, c'est pour tuer les oiseaux. Entre parenthèses, ça fait que c'est pas hyper difficile de viser un oiseau parce que quand tu tires, ça fait une gerbe de billes d'acier qui se disperse. Donc, t'es à peu près obligé de toucher l'oiseau s'il est pas non plus. Ce qui fait que quand tu as un impact sur ta voiture ou un truc dans ton jardin ou quoi, tu le vois. Ça fait plein de petits impacts un peu en feu d'artifice. Exactement. Et en fait, ça, c'est soit le plomb en tant que métal, le métal plomb, qui est hyper nocif pour la santé humaine et aussi des animaux, soit des billes d'un autre acier qui est moins nocif. Et en fait, il se trouve que dans les zones humides, sur les marais et tout, le plomb, depuis quelques années, le métal du plomb est interdit, donc ils sont censés utiliser de l'acier. Mais en fait, là, il y a quelque temps une réglementation européenne qui va se mettre en place. Je passe le détail, mais pour élargir un tout petit peu, genre pour dire ok, on arrête d'utiliser le plomb, pas seulement tout près, mais on rajoute, je sais plus combien de dizaines de mètres simplement autour des zones humides. C'est pour des raisons liées au fait que le plomb, il est ingurgité par les canards qui du coup se rendent malades et du coup les charognards animaux qui mangent les canards malades, eux-mêmes ils meurent, etc., etc. D'accord. En fait, il y a disons une proposition de loi, un truc qui va se mettre en place pour un peu mieux protéger les zones humides et les animaux de ces endroits-là en disant on pourra encore chasser, mais vous utiliserez des billes d'acier et pas seulement de plomb. Donc on dit quand même petit changement, petite évolution positive, c'est pas non plus la fin du monde pour les chasseurs, il faut toujours continuer à tirer. En fait, eux ils disent clairement, le lobby de la chasse c'est leur parole officielle, non, on veut pas. Parce que ça nous embête parce qu'il va falloir éventuellement qu'on change de fusil pour avoir des fusils plus adaptés. Et non, on veut pas. En fait, ils s'accrochent à tout. Dès que tu essaies d'obtenir une petite avancée pour l'intérêt général, ils refusent absolument. Ouais, ça me paraît, en tout cas, là, c'est difficile de parler de ça sans avoir un chasseur en face qui peut contre-argumenter, mais ça me paraît difficile à défendre, ce point de vue-là. Parce que c'est en raisonnant comme ça qu'on n'a aucune évolution dans le monde et qu'on se dit non, on va pas donner le droit de vote aux femmes parce que au début, c'est les femmes et puis après, ça va être les enfants et puis quoi? Puis après, les chats aussi vont voter. Non. Enfin, non, mais puis même, de base, je trouve que tu vois, ce que tu ne manges pas, tu le chasses pas déjà, alors à la limite. Parce que, tu vois, par exemple, mon père qui est chasseur, il peut chasser le sanglier, je sais qu'ils se partagent la viande, ils en font quelque chose. Enfin bon, à la limite. Ils en font des bijoux des fois. Hein. T'as des boucles d'oreilles en pâte de sanglier qui sont magnifiques. Je suis pas du tout pour, hein, tu vois, mais c'est juste qu'à la fin, il y a un truc, tu vois, ils se partagent de la bouffe et ils font bouffer leur famille. Bon, ok, ça peut être un argument. Mais typiquement, tu as un oiseau que tu vas jamais manger, je comprends pas le concept. Ouais, c'est pas génial. Mais justement, quand on est, peut-être qu'on peut aborder ce thème pour conclure, quand on est un peu dérangé, voire beaucoup dérangé par la chasse, en tant que particulier, est-ce qu'il y a
Enfin, en tant que personne lambda, je veux dire. Est-ce qu'il y a un moyen de s'engager facilement? Est-ce qu'on peut rejoindre des assos? Est-ce que toi, on peut te soutenir dans tes actions? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie d'aider cette lutte contre la chasse? Ouais, adhérer à une asso, soutenir une asso, me soutenir moi, me suivre, surtout partager les infos que je fais, parce que vraiment mon travail c'est d'essayer d'informer, donc via des vidéos, donc juste le relayer sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément, parce qu'en fait pour l'instant il y a un petit plafond de verre, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire que ces infos, c'est-à-dire la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ça soit vraiment dans les gros médias, genre JT de TF1, ça n'a pas encore réussi, alors bon c'est dommage. Et puis après sur le terrain, enfin si vous êtes surtout pour les gens qui sont à la campagne d'une manière ou d'une autre, essayez d'aller voir le conseil municipal ou d'en faire partie, essayer de se renseigner sur comment on interdit la chasse chez soi sur son terrain. Ça peut être assez simple mais laborieux et long. Essayer de parler avec les autres gens du village qui sont pas forcément pro-chasse, mais souvent qui causent pas trop se mettre en avant parce qu'on a l'impression qu'on va être embêté. Moi, j'ai souvent des témoignages de gens qui me disent ouais, mais j'ai peur que mon chat se fasse buter, soit empoisonné, que mes pneus soient crevés. Et encore une fois, j'insiste bien, là, je parle pas de tous les chasseurs qui feraient ça. On est sur une minorité de gens parmi le noyau des chasseurs qui sont violents, agressifs et parfois pour certains d'entre eux dangereux. Mais même ceux qui sont cool, avec qui tu peux parler, il y en a plein des chasseurs sympas. Même ceux-là, en fait, ils sont dans la défense totale de leur activité parce qu'ils font bloc. Vraiment, la pyramide des chasseurs fait bloc, même quand ils sont pas d'accord entre eux. En fait, en surface, ils font bloc. Donc, il faut que les gens en face, les citoyens, même si c'est toujours évidemment dans le dialogue pacifique et tout, mais montre qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on peut pas continuer d'accepter les choses comme ça. Donc, au niveau du village, ça peut être juste d'aller voir le maire, mais à plusieurs, de parler de comment on pourrait, par exemple, faire en sorte que la mairie puisse interdire la chasse, non pas sur toute la commune, c'est impossible, mais au moins sur les parcelles qui appartiennent à la mairie. Souvent, la mairie, elle a un bois communal, par exemple. Donc, interdire ça, ce genre de petites choses locales. Et puis, donc, adhérer, soutenir des gens qui, au niveau plus national, essaient de faire bouger les choses. Et puis, en fait, faire savoir que c'est important pour soi, en tant que citoyen, de façon à ce que les politiques ou les gens qui se présentent à telle ou telle élection prennent en compte le sujet, en se disant... Parce qu'en fait, les chasseurs, ils ont un truc que les autres n'ont pas, si je puis dire, c'est que... Des 4x4 la chasse est... Je sens que tu es jaloux des pick-up. Dans mon village, il y a des gros 4x4 avec le pot d'échappement qui passe par le toit et tout. Enfin, avec un sanglier sur le côté et tout dessiné. On les connaît. Et les caisses à chien derrière. On les connaît. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? C'est malin. Ah, pardon. T'as tout gâché, Greg. Ah oui, non, voilà. C'est qu'en fait, souvent, les chasseurs, pour eux, ils vont voter. Ça a été bien montré. Ils vont voter pour les candidats aux élections qui vont défendre la chasse. En fait, quel que soit le parti ou même des fois le bord politique. D'accord. Alors que les gens qui sont pas chasseurs, même s'ils sont plutôt opposés à la chasse, ils vont pas voter spécifiquement pour le candidat ou la candidate qui est opposé à la chasse. Parce que le sujet, il est pas assez important pour eux. Bon, après, force est de constater que souvent, en fait, toujours, les politiques qui défendent la chasse, de façon la plus forte, c'est les mêmes que ceux qui défendent vraiment l'élevage intensif, le pire, le glyphosate, les pesticides. En fait, ceux qui défendent les pires trucs pour l'environnement et les animaux, c'est aussi ceux qui défendent la chasse. Mais je pense qu'on peut pousser comme ça de façon à ce que vraiment, notamment la chasse, mais même les autres sujets, en fait, tous les autres sujets sur l'écologie et les animaux, montrer que c'est suffisamment important pour nous tous citoyens lambda, suffisamment important pour que ça conditionne notre vote, en fait, le faire savoir. Comme ça, en fait, les représentants politiques, ceux qui se présentent aux élections, ils seront contraints de parler du sujet, en fait, de s'emparer du sujet. Et on l'a vu quand même aux dernières élections présidentielles où tu as eu quand même quelques candidats qui ont spécifiquement parlé de la chasse en disant on va pas interdire toute la chasse, mais on va interdire certaines pratiques, notamment par exemple le déterrage des blaireaux, ou l'élevage de gibier, ce genre de choses, ou les listes d'animaux piégeables, ce genre de trucs. Donc ça peut progresser comme ça à mon avis. Et puis, si vous voulez suivre Pierre Rigaud justement pour relayer certaines vidéos, certaines informations, ça s'écrit Pierre comme le prénom Pierre et Rigaud, c'est R-I-G-A-U-X sur Instagram. Vous devez suivre Pierre. Vous devez suivre Pierre, on apprend plein de trucs, même sur les animaux en général. Moi, j'ai bien aimé suivre ta petite escapade en Espagne, te voir marcher et croiser des loups, par exemple. J'ai trouvé ça super. En Italie, ouais. C'était génial parce que c'est pareil, les loups, je sais pas, moi j'avais trop l'image de ce que tu vois dans les films, genre un humain croise un loup,
loup dans un film, il se fait bouffer. Et toi, je te vois, tu les filmes comme ça, je me suis dit, dis donc. Il y en a même un qui te fait un clin d'œil. Ouais. Ah, ça, ah ouais, j'ai Un pas peu vu le chaud. clin d'œil. Ouais, C'est vraiment un clin d'œil, tu penses? Ouais, je t'aurais pense. dû répondre, tant pis, trop tard, t'as laissé passer ta chance. Mais en tout cas, ça nous permet d'apprendre comment ça se passe, la cohabitation avec les loups en Italie, et puis le contraste avec la France, tout ça, c'est super intéressant. Donc vraiment, suivez Pierre Merci, Rigaud c'est sur les gentil. réseaux sociaux. Et puis merci à toi, parce que Ouais. je sais que t'as beaucoup t'as un emploi du temps très chargé. D'après certains commentaires, tu dois aller te faire le tut par tut. Donc on va pas te retenir. Je l'ai mis dans mon agenda, de toute façon, ça. Hein. Donc on va pas t'embêter. Merci beaucoup à tous les deux, c'est super. Ouais, merci Mais, énormément, ouais, Pierre. c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et c'est surtout un plaisir d'avoir des gens comme toi qu'on peut suivre pour nous montrer des choses, pour nous inspirer et puis aussi des fois pour nous montrer qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou dans nos convictions et dans ce qui nous tient à cœur. Et voilà, merci pour tout ce que tu inspires en tout cas. Eh ben, je vous retourne le compliment. Merci, c'est super. J'adore l'idée de votre petit virage de parcours professionnel. Oh bah c'était plutôt un gros virage là, Pierre. Gros Ça, on peut pas. Gros virage. Hein Épingle à cheveux. Ouais, là on a pris quand même la falaise. Hein. Disons qu'à Paris, on ne pouvait pas aller à la chasse. Ça, c'est vrai que Ouais. Alors que maintenant. ça fait plaisir. En vrai. Ouais, mais merci beaucoup. Mais merci, c'est gentil, merci ouais. à toi, Pierre. On te remercie beaucoup. Et on se dit à bientôt peut-être, on ne sait pas. Merci à vous. À bientôt, mais je l'espère. Pour À un prochain bientôt. podcast sur un prochain thème. Peut-être le tuning, on verra. On changera. Ah, le tuning, c'est ma deuxième passion. Absolument bien joué. On fera mulot et tuning. Voilà, ce sera le titre. Merci à bientôt, beaucoup, Pierre. Pierre. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.